Quel match! Mais quel match! Et non, j'ai pas fumé la moquette. Évidemment, t'as dû trouver ça horrible de ton canapé, de voir des mecs qui montent des coups de pompe et qui font du ping-pong rugby, c'est sûr. Et je comprends, hein, parce que voir des jeux au pied incessants, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau. Bien sûr qu'il y a des grandes envolées, des passes, du très beau jeu, etc. Mais je suis arrivé au stade, j'ai été gelé, trempé. Il y avait des rafales de vent et une pluie incessante. Autant te dire que sur l'échauffement, tous les trois quarts, ils étaient en train de s'entraîner à jouer au pied. Et quand tu vois Leroux qui s'entraîne à buter en mettant la balle sur la ligne d'en but et qui avec le vent fait rentrer le ballon entre les poteaux, c'est juste incroyable. De la pluie et du vent, bref, des conditions qui sont juste géniales pour nos amis anglais. Eux, ils sont dans leur élément. Hein. La question, c'est comment est-ce que les Sudaf vont se comporter, parce qu'eux, ils ont une stratégie pour tous les matchs. Ils sont horribles à jouer, mais ils sont forts, faut le reconnaître. Et on a assisté à une très grande demi-finale d'un point de vue stratégique et tactique au cours du match. Oui, 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 tu m'as bien entendu. Et tu vas me dire, ouais, mais la stratégie, la tactique, c'est pas tout. Mais si, bien sûr, en fait, c'est comme ça que tu les gagnes les matchs. Et ce qu'ils ont fait là, les Sudaf, ça a été juste extraordinaire. Alors je vais essayer d'expliquer ce que j'ai compris moi de cette bataille navale. Mais avant, mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas abonnés, c'est le moment de le faire pour soutenir la chaîne. Allez, on est parti ? Comme j'aime à le répéter, Rassie Erasmus, le directeur du rugby sud-africain, est un sacré stratège. Je me suis amusé à l'observer sur l'avant-match, pendant que les deux équipes s'échauffent et travaillent sur leur game plan, les petits ajustements de leur système de jeu qu'ils souhaitent mettre en place pendant le match. Et lui, il est resté au milieu du terrain, simplement à regarder les Anglais. Et là, tu sens qu'il est en train d'essayer de comprendre quels ajustements ils ont fait sur leur système de jeu et comment il va réajuster, lui, son équipe. J'adore. En temps normal, la bataille des airs dans un match de rugby revêt déjà une importance cruciale pour la victoire. On l'a vécu à nos dépens la semaine dernière, mais avec des conditions dantesques comme il y a eu, la précision des jeux au pied et le duel aérien, ça s'annonçait vraiment terrible. Je vous le dis, les conditions, elles étaient catastrophiques. Et ça a commencé dès le coup d'envoi. La couleur, elle est donnée. Quand tu réceptionnes le coup d'envoi, tu mets en place des blocs avec des lifters pour monter plus haut. Tu essayes de lifter et de porter un joueur pour l'amener plus haut. Forcément, c'est plus facile de récupérer le ballon qu'un mec qui va sauter. Tu peux avoir un lifter derrière ou deux lifters comme en touche, un devant, un derrière. On appelle ça des blocs à 2 ou à 3. Évidemment, avec deux lifters, tu montes plus haut. Mais les Sudaf, qui, j'ai l'impression, proposent souvent des blocs de 2, ils ont modifié légèrement leur structure sur réception pour avoir un bloc de 3 ou un joueur en tout cas qui est disponible pour aller sur un bloc de 3 pour pouvoir monter plus haut. Ça te permet donc de monter plus haut et d'être moins embêté sur une réception de coup d'envoi. Et les Anglais, sur le coup d'envoi du match, ils ciblent immédiatement ce joueur qui est isolé juste à gauche pour pouvoir jouer un duel aérien contre lui. Et là, le joueur, il pourrait monter au duel, mais non, il décide simplement de tenter un écran pour qu'il y ait un joueur qui puisse prendre la balle en avançant. Et c'est là où tu te dis que le rugby de haut niveau, tout est calculé. L'action d'une équipe, la réaction de l'autre équipe, tout est calculé. Le réajustement, il est immédiat pour les Springboks. Hein. Sur la seconde réception de coup d'envoi des Sudaf, ils ont mis 4 blocs de 2. Ils ont arrêté de faire un bloc de 2, un bloc de 3, un joueur tout seul, un bloc de 2. Et évidemment, les Anglais, ils changent la zone du coup d'envoi, c'est-à-dire que tu dégarnis, tu sors un joueur d'un endroit pour le mettre à un autre endroit, et bah tu vas taper dans une zone qui est plus faible. Quand tu tapes loin, c'est généralement pour t'essayes de lober le bloc de lift et tu tentes d'isoler le porteur du ballon. Et puis en même temps, tu gagnes du terrain et sur la prochaine sortie de camp de l'adversaire au pied, bah, ils auront plus de distance à parcourir tout simplement. Et les Sudaf, ils sont pas en reste hein, sur leur premier coup d'envoi. Willem C, il prend le ballon comme s'il allait taper, puis il le donne à Libbok qui tape immédiatement. C'est des petits moments que j'adore comme ça et qui sont travaillés. Si en face t'es pas vigilant, tu te dis tout simplement que le porteur du ballon, il est pas en position de dropper et tu peux te relâcher et faire une erreur. Mais grossièrement, les équipes, elles sont rapidement revenues à des coups d'envoi d'occupation avec les conditions météorologiques. Tu tapes loin et t'essayes juste de contrarier l'adversaire sur sa sortie de jeu au pied, sur sa sortie de camp. Et le jeu aérien des Anglais, il est impérial sur l'entame. Là où les Boks nous ont maltraités sur terrain sec la semaine dernière, le début de match, il est complexe pour eux, il est très compliqué. Tu sens les Anglais à l'aise dans cet exercice. On assiste à un jeu qui est ultra fermé, avec énormément de jeux au pied. Mais imaginez-vous les conditions. Avez-vous déjà vu un lancer en touche comme cela? À la 45e minute, le talonneur anglais, en demi-finale de Coupe du Monde, il t'envoie une calzone de l'espace digne du talonneur que t'as tous les week-ends toi sur le terrain. Le ballon il part dans une direction improbable. Tous les ballons ils giclent au contact, les fautes de main partout. C'est quasiment impossible d'envoyer des passes correctes. Les ballons ils arrivent soit trop haut, soit trop bas. Les joueurs mettent une demi-seconde à contrôler le ballon et ils prennent la pression de la défense. Et tu es obligé de proposer dans ces cas-là un rugby qui est plus serré, qui est beaucoup plus restrictif. Évidemment t'es en demi-finale de la Coupe du Monde. On assiste à du jeu à une passe. Les deux équipes elles sont obligées tout simplement. Tu prends
prends l'exemple sur mêlée, les départs 8 se font quasiment systématiquement ballon sous le bras, car t'évites d'ajouter la passe supplémentaire. Tu le vois sur la première mêlée, le 8 sud-africain il prend le ballon, c'est sous le bras, tu sais qu'il va pas faire une passe. Alors que ça normalement c'est plus des situations de lecture ou que tu vas avoir proche des lignes de ton embut ou de l'embut adverse où le 8 va aller défier frontalement. Alors de temps en temps les 8 ils décident quand même de laisser la balle aux 12 sur les lancements de jeu en mêlée, histoire que les 3/4 ils aient quand même 2 ou 3 ballons pendant le match je suppose. Les Anglais ils ont rapidement pris le score dans ce match. Même si ce n'est que 3 points, 6 points, ils sont devant. Et ils refusent catégoriquement de jouer. Ils montent des chandelles ou des jeux au pied dans la boîte sans tenter de faire une seule passe. Et dès qu'ils sont dans leurs 22 mètres, ils ne se posent pas de questions, c'est direct en touche. Ils ne veulent pas qu'il y ait du rythme dans ce match. Ils veulent pas perdre du jus inutilement. Sur tous les coups d'envoi des Sudaf, les jeux au pied ils sont direct en touche. Et à un moment qui m'a marqué, il arrive 2 fois dans le match, mais là je vous donne juste un exemple, c'est à la 36e minute. Les Anglais ils ont une touche et ils font une petite coquinerie. Et oui, les avants ils font des petites coquineries comme ça avec un 1-2. Et le talonneur du coup se retrouve avec le ballon, il pousse directement au pied. Pourquoi pas? Car si Colby il est pas vigilant et qu'il a anticipé ou qu'il est pas bien placé, les Sudaf ils vont se retrouver avec une touche dans leurs 22 mètres. Mais Colby il est là et il envoie un énorme coup de pont qui va des 22 mètres aux 22 mètres. Et là on a Farrell qui fait un arrêt de volée. Il a aucune pression, mais vraiment aucune pression. Il fait juste un marque, et là où il pourrait gagner du terrain en remontant le ballon avant de jouer au pied, eh bien non, il fait un marque. Et on attend 30 secondes que les Anglais se replacent, et ils tapent en touche. Et tant qu'ils sont devant, ils peuvent se le permettre de gagner du temps. Tu gagnes du temps et du terrain. Et là où l'Afrique du Sud, avec Libok et Willem C, ils ont plus des joueurs de ballon, Erasmus, il va te faire un changement pour s'adapter au match. Un changement impensable en France, hein. Galtier, il fait ça, mais je crois que c'est la fin du monde. Il te sort le 10 Libok à la 30e minute pour faire rentrer Pollard. Là où en France, on ne fait pas rentrer Lucu pendant le match, lui, il te change son 10 avant la mi-temps. Et c'est sûr, c'est pas son meilleur match, ça arrive à Libok. Eh bien, il sera meilleur sur le week-end prochain, mais là, on doit gagner. Et ça, c'est la réflexion du sélectionneur. Et ce qui est amusant, c'est qu'au lieu de changer son 9, par exemple, sur le coaching de Erasmus, à la mi-temps pour faire rentrer Faf de Klerk et Willy Leroux, il attend 2 minutes après la mi-temps. Tu te dis, c'est rien et c'est débile. Et en fait, c'est pas grand-chose, mais c'est simplement un petit truc en plus que tu dois donner comme information à traiter à l'adversaire. C'est-à-dire qu'à la mi-temps, tu vas te dire oui, alors quand ils feront rentrer Faf de Klerk, il va y avoir ceci, on va faire cela, etc. Ben, sauf que tu reviens de la mi-temps, tu dis ok, ça a pas changé. Mais 2 minutes après, ça a changé. T'as anticipé l'entrée de ces deux joueurs et le fait que l'adversaire prend l'information que ce sont les mêmes qui commencent et ne vont rien changer 2 minutes après, tu sais que le profil de tes adversaires change, et ben en fait c'est de la perte de temps et tu manges l'autre, tu rentres dans le cerveau de l'autre parce que tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il est bête Erasmus. Et le must sur ce coaching, et ça peut presque ressembler à une punition. Willem C, il rate un ballon dans ses 22 mètres sur un jeu au pied de Farrell et il concède une touche. Et là, il sort immédiatement. Évidemment, le coaching, il est prévu. Mais le timing, il est juste incroyable pour l'image de l'entraîneur sud-africain qui te sanctionne les joueurs. Et à la 48e minute, le match, il bascule. Quand les Sudaf, ils changent leur première ligne. Et encore plus fort, ils te font rentrer leur talon remplaçant en 3e ligne en disant à Mbonambi, tu vas serrer les dents, mon loulou. Nous, on a Movaka qui fait un match de barjo. Il fait une prestation, mais vraiment moi, j'ai trouvé de dingue contre les Sudaf. Et il sort. Là, Mbonambi, on lui dit, tu serres les dents et tu restes. Et à la 51e minute, les Box, ils gagnent la première mêlée sur introduction anglaise. Et quand les Box, ils commencent à te rouler dessus en seconde mi-temps en mêlée, ça peut vite se corser. Farrell, il le sait, il faut scorer et il marque un drop magnifique. Ce drop, il intervient juste après un renvoi au 22 mètres, comme sur coup d'envoi. Il lobe le bloc saut, c'est à la 52e, ouais, et il vient cartonner le réceptionneur derrière. Il récupère la possession de la balle et là, il rentre un drop de 50 mètres à l'aise. On l'aime pas, Farrell, hein. Mais quel grand joueur. À la 59e minute, les Anglais, ils ont une mêlée dans les 22 mètres. Box suite à une énième faute de main. Et là, le rouleau compresseur, il est en route. Pénalité. Et encore une fois, l'entrée du banc sud-africain, mais c'est dévastateur. Quand t'as Quaggar Smith, Knox, Snyman & Co qui rentrent, mais les Box, ils sont menés de 9 points quand ils rentrent. Il y a 15-6. Et ils sont obligés d'augmenter les prises de risque. Donc forcément, ils vont multiplier les passes. Quand il te reste 18 minutes à jouer, t'es obligé de prendre plus de risques. Et le gros souci pour eux, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de solution. Ils commencent juste à trouver des solutions en mêlée. Mais ils se doivent de porter un petit peu plus le ballon. Donc plus de prise de risque. Heureusement, la mêlée, ils sont dominateurs. Parce que dans un match où il y a beaucoup de mêlées, récupérer des pénalités, ça n'a pas de prix. Et après une pénalité récupérée, Touche et Snyman, ils trouvent une faille à 12 minutes de la fin. Les Box, ils reviennent à 2 points. Et à la 72e minute, là, c'est le moment le crucial pour moi dans le match. C'est le moment le plus intéressant. À la 72e minute, les Box, ils font un arrêt de volée dans leurs 22 mètres. Ils décident de taper devant, mais ils sont obligés de laisser le ballon sur le terrain. T'as pas envie de perdre du temps. Les Anglais, ils renvoient la pression. Et là, second arrêt de volée. Discussion, et ils choisissent
de prendre la mêlée. Mais c'est une discussion pour moi de génie. Il faut avoir les cojones de le faire, comme contre la France, sauf que là, ils sont menés à 7 minutes 30 de la fin du match et ils prennent une mêlée dans leurs 22 mètres, en face des poteaux, en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais en réalité, c'est normal. Ils sont dominateurs en mêlée. Ils n'ont plus de temps, ils vont avoir besoin d'avoir le ballon. Et ils ne veulent pas rendre la possession aux Anglais qui sont prêts à partir dans un échange de ping-pong. Si tu tapes devant, tu te retrouves au point de départ à faire un échange de jeu au pied et à perdre du temps. Si tu tapes en touche, tu perds du temps et tu redonnes la possession aux Anglais. Si tu joues à la main avec des conditions comme ça, t'as quand même 80 mètres à remonter. Eh bien, tu prends la mêlée où t'es dominateur. Et là, ils ne récupèrent pas la pénalité, mais pour échanger au pied, c'est quand même plus pratique. Et ouais, quand tu pars à partir de mêlée, c'est plus facile de trouver des espaces. Stewart, le pauvre, il monte une chandelle, il est exceptionnel depuis le début du match, sous les ballons, il te fait un en avant. Mêlée, pénalité, les Box passent devant pour la première fois du match à la 78e minute. Et là, les Anglais qui n'ont pas fait plus de 2 passes pendant 78 minutes, parce qu'ils n'ont pas enchaîné 2 passes d'affilée pendant 78 minutes, ils passent derrière enfin au score. Là, tout le stade, il a exulté à ce moment-là. Tout le stade était derrière les Box. Il y avait quelques Anglais qui chantaient, mais tout le stade était pour les Box et a exulté quand les Box sont passés devant. Et là, ils commencent à vouloir envoyer du jeu à la 78e minute. Mais c'est trop tard, mes loulous. Good game. On arrive à la fin de cette analyse. J'ai remarqué quelques trucs vraiment très intéressants sur le jeu au pied des Box, mais j'ai pas envie de le traiter à la va-vite parce que j'aimerais bien avoir en fait plus de données, plus d'images sur d'autres matchs des Box, voir si c'était juste une impression que j'ai eue ou si c'est une stratégie qu'ils mettent en place une fois de temps en temps et qui change à chaque fois ou si c'est quelque chose de récurrent. Ça vaut vraiment le coup. J'essaierai d'en parler sûrement la semaine prochaine parce que je pense qu'on sera dans des conditions qui seront peut-être similaires pour la finale. Si cette vidéo elle t'a plu, n'oublie pas de remercier le monteur, de mettre ton petit like, de t'abonner et puis on se revoit bientôt au Clubhouse de Niort. Allez, topette l'ami.